Lors de l'accident du vaisseau Soyouz MS-10, le 11 octobre 2018, l'équipage a pu être extrait par le système de sauvetage d'urgence que l'on a décrit dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, je vous propose de regarder dans le détail comment on en est arrivé là et pourquoi le lanceur Soyouz FG n'a pas pu réaliser la mise sur orbite du vaisseau et de son équipage. Mais d'abord, c'est quoi un lanceur Soyouz FG ? Le développement du vaisseau Soyouz a commencé en 1961 au bureau d'études expérimentales numéro 1, le célèbre OKB-1 de Sergueï Korolev, et non pas Korolev. A l'origine, sa masse devait être d'environ 5800 kg, ce qui fait qu'il pouvait être mis sur son orbite à l'aide d'un lanceur Vosrod, le même qui allait être utilisé pour les vaisseaux éponymes qui permettront de réaliser le premier vol en équipage et la première sortie dans l'espace. Mais en 1963, après 2 ans de travail, les équipes de Sergueï Korolev sont contraintes de revoir la masse de leur vaisseau à la hausse. Il ne pèsera pas 5800 kg, mais 6 tonnes. Et 6 tonnes, c'est trop pour le lanceur Vosrod. Une version plus puissante doit donc être développée. Elle est l'objet de tout un lot de modifications, les connectiques et le système de télémétrie sont allégés, les blocs latéraux sont renforcés, ce qui permet d'optimiser la trajectoire, le 3e étage est raccourci, etc., etc., etc. Cette nouvelle version du lanceur Vosrod est baptisée Soyouz, comme le vaisseau qu'elle a vocation à transporter. A partir de là, l'usine Progress de Samara produit donc 2 types de lanceurs aux performances proches, les Soyouz pour les vols habités et les Vosrod pour les satellites militaires Zénith. En 1969, Progress décide de simplifier la chaîne industrielle en développant une version U universelle appelée Soyouz U, qui remplirait toutes les missions. Pour les vols habités, il est de toute façon nécessaire d'améliorer les performances car la nouvelle version du vaisseau Soyouz, qui sera utilisée pour le programme Apollo-Soyouz, est plus lourde que la précédente. Cette Soyouz U vole pour la première fois en mai 1973 et elle transporte tous les cosmonautes soviétiques à partir de 1977. Au début des années 1980, le vaisseau Soyouz de première génération va être remplacé par le Soyouz T, un vaisseau très moderne de nouvelle génération. Ce sera notamment le premier vaisseau habité au monde à être entièrement contrôlé par un ordinateur de bord. Le deuxième, ce sera la navette spatiale américaine qui volera 1 an plus tard. Mais les améliorations de ce nouveau Soyouz ont un prix. Sa masse passe à un peu plus de 7 tonnes. Alors, on peut lancer une telle charge avec un Soyouz U, mais cela implique un certain nombre de contraintes. Soit il faut s'arranger pour que la station orbitale évolue à moins de 300 km d'altitude, soit on devra alléger le vaisseau en réduisant son équipage à seulement 2 cosmonautes, alors que l'un des objectifs de Soyouz T est justement d'en lancer 3. Bon, en clair, il va falloir améliorer le lanceur. C'est précisément pour cela que Progress commence à plancher sur une nouvelle version, la Soyouz U2, qui pourra transporter 275 kg de plus que la Soyouz U. Son secret ? La syntine. Alors pour les fans de chimie organique, son vrai nom c'est le 1,2-dicyclopropyl 1-méthylcyclopropane et sa formule c'est le C10H16. Elle offre plusieurs avantages par rapport au kérosène, notamment une densité plus importante, ce qui permet d'augmenter considérablement les performances du lanceur. A partir de Soyouz T12, en juillet 1984, tous les vols habités soviétiques sont lancés sur des Soyouz U2. Et je vous donne une petite astuce pour reconnaître un Soyouz U2. Comme ces ergols sont plus performants, ils chauffent davantage, et donc il a fallu mettre des protections supplémentaires sur les blocs latéraux. On voit bien la différence sur ces 2 photos. Mais après la dissolution brutale de l'Union soviétique en 1991, la nouvelle fédération de Russie plonge dans une crise économique sans équivalent dans le monde moderne, et ses implications sont multiples. En 1994, par exemple, l'unique producteur au monde de syntine, l'usine Salavat Nefteok Synthèse, stoppe définitivement sa production. Roscosmos dispose de réserves pour encore 3 vols de Soyouz U2 et elle pourra donc lancer Soyouz TM20, Soyouz TM21 et Soyouz TM22. Mais au-delà, il va falloir revenir au traditionnel Soyouz U. Et cela pose un grave problème car les vaisseaux Soyouz TM, à leur conception, ont été dimensionnés pour être lancés par des Soyouz U2, et ils font 275 kg de trop pour pouvoir être lancés par des Soyouz U. Et pourtant, il va bien falloir s'en accommoder. Des études montrent que, si on veut lancer un Soyouz TM sur une Soyouz U, il ne faudra emporter que 2 cosmonautes au lieu de 3 pour économiser de la masse. Et encore, ce ne sera possible que l'hiver, quand il fait froid à Baïkonour, que la densité du kérosène augmente et qu'il est donc plus efficace.
Alors on a un gros coup de chance, le premier vaisseau qui devra voler sur Soyouz U, le Soyouz TM-23, va justement décoller en plein mois de février et il est prévu qu'il n'emmène que 2 cosmonautes. Il n'y aura donc pas de problème avec ce vaisseau. Mais le vol suivant, Soyouz TM-24, doit au contraire décoller au mois d'août et avec 3 cosmonautes. Le troisième ne pèse pas bien lourd puisqu'il s'agit de notre Claudie nationale, mais c'est quand même trop. Il est donc allégé de près de 300 kg en sacrifiant tout ce qui n'est pas indispensable. À partir de Soyouz TM-25, les choses commencent à aller mieux. La performance du Soyouz U est augmentée, notamment en optimisant sa trajectoire, et le Soyouz TM subit des modifications pour être allégé. De plus, un nouveau système de refroidissement du kérosène, le SM-1000, est installé sur le pas de tir. Il permet de gagner encore quelques kilos sur les vols qui décollent l'été. Donc vous l'aurez compris, la perte du Soyouz U2 et de sa scintine a quand même semé une belle zizanie. En 1998, Roscosmos lance le développement d'une nouvelle version du lanceur qui permettra de retrouver la performance perdue, mais sans utiliser la scintine. Pour comprendre comment ils s'y sont pris, il faut s'intéresser d'un peu plus près au fonctionnement du moteur RD-107 qui propulse le lanceur Soyouz. Vu de loin, c'est très simple, on mélange un comburant, l'oxygène liquide, avec un carburant, le kérosène, on enflamme le tout, la réaction provoque une augmentation de la pression qui se détend dans une tuyère et génère une poussée. Ok, mais comment fait-on pour mélanger l'oxygène et le kérosène? C'est là que les choses se gâtent un peu. Regardez cette magnifique chambre de RD-107 présentée en coupe que j'ai pu photographier à Samara. Ça, c'est la chambre de combustion proprement dite. C'est ici que le mélange va se produire. L'oxygène arrive par là, le kérosène arrive par là et circule à l'intérieur de la paroi pour la refroidir, puis il arrive ici. Regardons de plus près ce qui se passe dans cette zone qui est séparée en 2 compartiments par ces 2 plaques. L'oxygène arrive donc par le haut et remplit tout le volume supérieur. Le kérosène arrive par ici et remplit tout le volume entre les 2 plaques. Ces petites choses que vous voyez sont les têtes d'injection. C'est à travers d'elles que les 2 ergols vont passer pour rejoindre la chambre. Regardez, il y a un petit trou en haut pour laisser passer l'oxygène et un autre petit trou en bas pour le kérosène. Sur les anciens moteurs, il y avait 260 têtes au total. Celles-ci sont dites bi-ergols car, comme on vient de l'expliquer, elles permettent d'injecter simultanément l'oxygène et le kérosène. Sur la partie périphérique, les têtes sont mono-ergols. Regardez, on le voit mieux sur cette photo que j'ai prise d'un peu plus haut. Ici, on a bien les 2 orifices, mais ici, on n'en a qu'un pour le kérosène. Le but est de limiter l'échauffement à proximité de la paroi. Mais revenons à nos moutons. En 1998, donc, Roscosmos veut gagner 300 kg sur la performance de son lanceur pour compenser la perte de la scintine. Eh bien, c'est en modifiant ces fameuses têtes d'injection que les équipes d'Energomash y parviennent. Sur la nouvelle version, il y a 1000 têtes au lieu de 260 sur l'ancienne, et certaines d'entre elles sont décalées de 30 mm vers le bas, de façon à former ces petites délimitations qui divisent la plaque en 9 zones. En effet, sur la version historique du moteur, on avait observé des vibrations à haute fréquence, et cette compartimentation permet de les atténuer. Par ailleurs, les nouvelles têtes sont toutes mono-ergols, ce qui permet de mieux pulvériser le kérosène et l'oxygène liquide, et donc d'améliorer leur combustion. Alors on pourrait croire que ces améliorations sont le fruit des nouvelles technologies et des simulations numériques compliquées rendues possibles par des supercalculateurs quantiques, mais en fait pas du tout. Energomash a tout simplement copié le design de son moteur RD-111 qui a volé sur le missile R9 en 1961, 3 jours avant le vol de Gagarine. Comme quoi, c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait les meilleures têtes d'injection. Au passage, si vous allez un jour à Moscou, ce que je vous conseille fortement, vous pourrez voir un véritable missile R9 et son moteur RD-111 devant l'entrée de l'excellent musée des forces armées, à quelques pas de la station de métro Dostoïevski. Ah et au fait, je ne vous ai pas dit comment traduire tête d'injection en russe. Eh bien c'est Farsunochnie Golovki. Vous comprenez mieux pourquoi le lanceur s'appelle Soyouz FG? Avec les 300 kg gagnés sur la performance, plus besoin de grappiller sur la masse des vaisseaux. Depuis Soyouz TMA-1 en octobre 2002, tous les vols habités russes décollent avec ce lanceur Soyouz FG. Bon, maintenant qu'on a bien compris ce qu'était une Soyouz FG, regardons d'un peu plus près ce qui n'a pas fonctionné le 11 octobre 2018. Le lanceur a perdu sa stabilité suite à une séparation anormale de l'un de ses blocs latéraux. Mais pour comprendre ce qu'est une séparation anormale, il faut déjà comprendre ce qu'est une séparation normale. Le premier étage des lanceurs Soyouz est constitué de 4 blocs latéraux qu'on appelle les BB ou, de façon plus familière, les Bokovushka.
Ils sont désignés dans l'ordre de l'alphabet cyrillique B, V, G et D. On les appelle d'ailleurs assez souvent les blocs B, V, G, D. Avant d'expliquer comment on les largue, regardons d'abord comment ils tiennent. Chaque bloc comporte à son extrémité une rotule qui vient s'encastrer dans une encoche sur l'étage central. Et c'est tout. Il y a juste 2 bielles à l'arrière qui permettent de les maintenir en position. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui maintient les blocs latéraux contre le corps central, c'est la poussée de leur moteur. Alors à votre avis, que se passerait-il si on arrêtait les blocs latéraux en plein vol ? Eh bien, il se passerait ça. Cet accident a eu lieu en 1982 à Plesetsk. Tous les moteurs ont été arrêtés suite à un ordre erroné et le lanceur est retombé. On voit très bien que les blocs latéraux ne tiennent que par les bielles arrière, qui se désolidarisent assez facilement. Mais donc, comment se passe la séparation ? Quand le moment est venu de larguer les blocs latéraux, le système de contrôle envoie la commande de séparation, qui s'appelle KR. Cette commande KR a 2 conséquences. Premièrement, elle actionne les boulons pyrotechniques qui libèrent les bielles arrière. À ce moment, le bloc ne tient donc plus que par la rotule. Ensuite, la commande KR ordonne de diminuer la poussée des moteurs. Et donc comme la poussée des blocs latéraux devient inférieure à celle du corps central, et comme les bielles ne sont plus là, plus rien n'empêche les blocs latéraux de tomber. Le rotule se libère donc naturellement de l'encoche. À partir de là, on pourrait ne plus rien faire, mais il y aurait un fort risque que les blocs latéraux viennent heurter le corps central. Il faut quand même garder en tête qu'un bloc latéral, c'est presque 2 fois plus long qu'un bus et que la séparation a lieu à Mach 5. La clé pour séparer un bloc latéral sans risque, c'est le cône supérieur. Le cône supérieur, c'est cette petite partie à l'extrémité du bloc qu'on voit ici en cours d'assemblage à Samara. Regardez bien. Ici, il y a la fameuse rotule, ici, il y a une vanne et ici, il y a une petite tuyère. On la voit mieux par-dessous. Les rotules qui maintiennent les blocs sont équipées d'un petit capteur qu'on voit bien sur cette photo que j'ai prise à Baïkonour. Quand la poussée des moteurs diminue, le bloc commence à sortir de son encoche et ce contacteur est relâché. Un signal appelé NOSH est alors émis. Ce signal NOSH a 2 conséquences. Il actionne tout d'abord le boulon pyrotechnique des vannes qui s'ouvrent alors en grand grâce à des ressorts et il commande également l'ouverture de la tuyère. Comme la vanne sert en fait de capuchon, si l'on peut dire, au réservoir d'oxygène liquide, qui est juste dessous, l'oxygène se retrouve donc instantanément à la pression atmosphérique. Et comme tout ceci intervient à environ 40 km d'altitude, où la pression atmosphérique est voisine de 0, l'oxygène liquide se vaporise, ce qui génère une poussée latérale qui a pour effet d'éloigner naturellement le bloc du corps central. On voit bien le phénomène sur cette vue en caméra embarquée. Regardons ce qui se passe au ralenti. D'abord, on voit l'instant où les bielles de maintien arrière sont libérées, ce qui provoque un ballottement des blocs. Immédiatement après, les moteurs sont mis hors service, c'est pour cela que les belles flammes deviennent de vilaines fumées. Ensuite, on voit bien les blocs sortir de leurs encoches et, immédiatement après, se cabrer vers l'arrière. On voit bien les tuyères d'éjection de l'oxygène qui viennent de s'ouvrir. Maintenant que vous savez tout sur le lanceur Soyouz FG et sur la séparation de ses blocs latéraux, on peut enfin expliquer ce qui s'est passé le 11 octobre 2018. Les équipes de Roscosmos ont récupéré l'épave des 4 blocs latéraux au Kazakhstan, à environ 300 km du pas de tir. Alors déjà, ils ont constaté que les blocs B, V et G étaient à peu près tous au même endroit, ce qui est normal, mais que le bloc D était tombé 10 km plus loin, moins normal. Ensuite, en démontant le cône supérieur de ce fameux bloc D, ils ont découvert que son capteur était très légèrement tordu, de 6 degrés et 45 minutes. Ça fait ça. Ce n'est pas grand chose, mais c'est suffisant pour empêcher le fonctionnement normal. On le voit plutôt bien sur la vidéo embarquée. La poussée des moteurs est diminuée, ce qui provoque bien le recul des 4 blocs. Sur les autres, l'ouverture des vannes entraîne le basculement vers l'arrière, mais sur le bloc D, comme le capteur est tordu, le signal NOSH n'est pas envoyé, donc la vanne ne s'ouvre pas, et donc le bloc ne recule pas et il heurte le corps central.
La collision éventre le réservoir d'oxygène du corps central et provoque une perte d'orientation que le système de contrôle est incapable de récupérer. Il envoie donc la commande échec lanceur qui provoque l'arrêt de tous les moteurs et l'actionnement du système d'éjection d'urgence SAS, que je vous ai décrit en long, en large et en travers dans ma vidéo précédente. Voilà, c'en est tout pour cette fois. J'espère que ce contenu vous aura appris des choses sur le contexte de l'accident. Encore une fois, merci, vraiment merci pour l'accueil que vous avez réservé à mes 2 premières vidéos. Vous êtes nombreux à m'avoir fait remarquer que le son est de mauvaise qualité, et sachez que j'en suis bien conscient, mais je suis plutôt très nul dans ce domaine, alors je fais ce que je peux, mais ce n'est a priori pas suffisant. Merci beaucoup à celles et ceux d'entre vous qui ont décidé de soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.